Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un décryptage d'une œuvre vraiment fascinante. L'ouvrage d'Henri Atlan, publié en 1979. C'est un texte qui bouscule complètement nos certitudes sur ce qu'est la vie et sur la façon dont les choses s'organisent. Au fond, ça nous pousse à nous poser une question primordiale. Comment la nature fait-elle pour naviguer en permanence entre le chaos total et la rigidité absolue? Et surtout, quelles leçons cruciales on peut en tirer pour nos propres sociétés modernes? Pour s'y retrouver dans ce sujet assez dense, voici notre plan de vol. D'abord, on va parler de ce fameux concept du cristal et de la fumée. Ensuite, on regardera comment cette logique biologique s'applique, à tort ou à raison, à la société. Puis, on s'attaquera à l'idée contre-intuitive de la complexité créée par le bruit. Après ça, on abordera le grand secret de la biologie, pour terminer en beauté avec la solution de la téléonomie. Un beau programme, non? On y va? On attaque tout de suite avec notre première partie, le cristal, la fumée et la vie. Autrement dit, la grande dualité de la biologie. Imaginez deux extrêmes fondamentaux. D'un côté, on a le cristal. Le cristal, c'est l'ordre parfait, c'est géométrique, c'est répétitif, mais c'est complètement figé. C'est littéralement le cadavre. Et de l'autre côté, on a la fumée. Là, c'est l'imprévisibilité totale, la fluidité, une complexité tellement insaisissable que c'est presque un fantôme. Eh bien, le vivant, il n'est ni l'un ni l'autre. Il fait l'équilibriste. C'est un compromis permanent, super dynamique, entre cet ordre de marbre et ce chaos tourbillonnant. Et ce qui est vraiment dingue, c'est quand on observe ça au niveau microscopique. Prenez le biologiste Demasia, par exemple, lorsqu'il étudiait la division cellulaire. Pour comprendre une structure vivante qui est par nature mouvante et fluide, il a dû m'affixer dans son laboratoire. Le paradoxe est là, et il est cruel. Capturer cette structure vivante, c'était en fait la tuer, la figer. En gros, pour comprendre la fumée, on est obligé d'en faire un cristal. Ce qui nous amène à notre deuxième étape, la logique biologique dans la société, ou comment on tente parfois d'appliquer ces règles à nous-mêmes. Voyons un peu comment ces principes cellulaires sont parfois appliqués, et souvent très dangereusement, à grande échelle. Le mot-clé ici, c'est l'organismus. C'est quoi? Eh bien, c'est cette tentation énorme de prendre le fonctionnement naturel d'un organisme biologique et de le plaquer directement sur nos sociétés humaines. Et c'est un piège absolu, parce que traiter des sociétés composées d'êtres humains, dotées de conscience, exactement comme s'il s'agissait de petites cellules inconscientes, ça ouvre la porte à des dérives idéologiques gravissimes, où l'individu disparaît complètement au profit de la structure. D'ailleurs, ce tableau résume parfaitement le décalage. Il y a un monde entre une création humaine et la nature. Dans un système artificiel fabriqué par l'homme, tout part d'un plan hyper précis, pensé par un cerveau, avec un but clair et net. À l'inverse, l'organisation naturelle, elle, émerge toute seule de processus complètement inconscients, sans aucun architecte. Et son but final reste, disons, un grand mystère. Allez, on passe au troisième point. Un concept fascinant, la complexité créée par le bruit ou comment le désordre engendre l'organisation. C'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. Dans la nature, le bruit, le hasard, le désordre, tout ça crée en réalité de la complexité. Alors, la question provocatrice qui se pose, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer de cette espèce de flexibilité naturelle pour nos propres structures sociales? Est-ce qu'on peut utiliser ce hasard sans tomber dans le piège de figer nos sociétés? Bref, comment éviter de transformer l'eau vivante en marbre inerte? Et ça, figurez-vous que ce n'est pas une préoccupation récente. Prenez cette citation extraite du Talmud. Quand vous verrez de l'eau, ne la tuez pas en disant du marbre. C'est d'une justesse incroyable. C'est une mise en garde contre le danger absolu de vouloir à tout prix figer des systèmes complexes dans des définitions ultra rigides. Il ne faut surtout pas tuer la dynamique du vivant en l'enfermant dans une boîte statique. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est de voir comment l'auteur ancre ce concept biologique très moderne du bruit créateur dans des traditions philosophiques vieilles de plusieurs millénaires. En convoquant aussi bien le Talmud qu'Aristote, on réalise que cette tension permanente entre le chaos indéterminé et l'ordre, c'est une obsession humaine intemporelle. On aborde maintenant la quatrième partie, le secret téléologique de la biologie, le grand problème du but. En fouillant dans les travaux du biologiste Jacques Monod, on tombe sur un vrai casse-tête scientifique, le finalisme. Est-ce que les systèmes biologiques ont réellement un but prévu à l'avance? Comment la science moderne peut-être expliquer que les êtres vivants ont tellement l'air d'agir vers un but très précis, tout en respectant scrupuleusement les lois totalement aveugles de la physique et de la chimie? J'adore cette citation de von Brücker parce qu'elle tape en plein dans le mille. La téléologie est comme une maîtresse, sans qui le biologiste ne peut pas vivre, mais dont il a honte d'être vu avec elle en public. C'est drôle, mais c'est exactement ça. C'est le secret honteux de la biologie. Les scientifiques voient bien tous les jours que les organes ont une fonction, que la nature semble vouloir faire les choses, mais l'avouer publiquement, c'est une hérésie.
Mais alors pourquoi c'est si tabou? Eh bien c'est à cause de la sacro-sainte méthode scientifique. La règle de base de la causalité, c'est qu'une cause doit obligatoirement précéder son effet. Du coup, l'idée qu'un but situé dans le futur puisse causer une action aujourd'hui, dans le présent, c'est une contradiction pure et simple. L'avenir ne peut pas voyager dans le temps pour venir façonner le présent, c'est impossible. Heureusement, il y a une issue de secours. 5e et dernière partie, la solution de la téléonomie ou la petite correction de Monod. Pour se sortir de ce piège, Jacques Monod sort une carte maîtresse absolument géniale. Il prend ce terme très problématique de finalisme et il le remplace par un autre concept, la téléonomie. La nuance est subtile, mais elle change tout. La téléonomie permet d'expliquer des processus biologiques qui ont vraiment toutes les apparences d'être guidés vers un but futur, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Décortiquons un peu la chaîne causale expliquée par Monod. Vous allez voir comment l'illusion opère. Tout commence par une séquence d'états dans le passé. Ensuite, on a des mutations génétiques qui arrivent de manière totalement aléatoire, c'est le hasard pur, et ça passe au crible implacable de la sélection naturelle. À la toute fin, le résultat est tellement bluffant qu'on a l'impression d'avoir affaire à une machine ultra perfectionnée qui déroule un programme savamment pensé pour l'avenir. La conclusion scientifique de tout ça est redoutable de logique. Ce fameux programme génétique, ce n'est pas du tout une destinée magique qui viendrait nous tirer depuis le futur. Pas du tout. C'est uniquement une poussée mécanique colossale qui vient de l'accumulation historique de millions d'événements passés et d'adaptations successives. On est poussé par le passé, pas tiré par l'avenir. Ce qui nous ramène magistralement, pour clore ce décryptage, aux avertissements d'Henri Attelin. Si cette organisation incroyable de la cellule vivante n'est finalement façonnée que par le bruit du passé, sans aucun grand plan divin ou but ultime, alors pourquoi s'obstine-t-on à vouloir imposer des carcans artificiels et hyper rigides à nos propres sociétés? Accepter un peu de cette fumée imprévisible propre aux vivants, c'est peut-être ça la clé d'une organisation véritablement résiliente. En tout cas, voilà de quoi nous faire gamberger un bon moment sur notre façon de concevoir l'ordre dans notre monde.